Après, il y a un point important que je veux aborder aussi, c'est toutes les critiques, liées au côté woke et gauchiste, du lycée Autogérie de Paris. C'est très woke et c'est très gauchiste. Voilà, clairement. Très, très, très ouais, pas qu'un peu. Et encore, moi quand j'y étais encore, on était encore dans la phase ascendante de la nouvelle vague woke, machin truc. Il y a moyen que ça ait encore augmenté depuis, ça m'étonnerait pas. En fait, quand je suis arrivé au lycée autogéré de Paris, j'étais encore militant à la France Insoumise, parce que j'étais militant durant la période des élections de 2017. Donc, le côté gauchiste me plaisait plutôt bien jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que je me posais quand même beaucoup de questions, il y avait certains trucs que je remettais déjà en question, et surtout, enfin, je suis quelqu'un à la base qui est très pragmatique et très, très rationnel, et voilà. Et le côté complètement dogmatique et irrationnel des milieux de gauche, au début je le voyais pas trop, mais à force, et déjà avant la révolution autogérée de Paris, hein, à force, je commençais à faire A plus B, à mettre les choses en relation. Il y a vraiment des trucs où il y avait un souci, quoi, et même moi qui étais plutôt favorable à ce genre de trucs, au machin alternatif et tout, je le voyais de plus en plus, quoi. Euh, En fait, quand je suis arrivé, j'étais un peu dans la posture, ouais, non, moi je suis d'extrême gauche, mais pas vraiment cette extrême gauche là, mais je suis d'extrême gauche quand même. Puis à la fin de l'année, j'étais là, ouais, quand même, Virginia Vota, ah, elle dit des trucs intéressants, hein, franchement, ouais, il y a même des trucs, franchement, ah, je suis d'accord avec elle, hein. Bon, tant dire que ça, je risquais pas trop de le dire trop fort au lycée Autogéré de Paris. Oui, oui, j'ai vu un certain nombre de choses assez intéressantes, on pourrait dire. Assez drôles parfois, d'autres fois assez tristes. Euh, Par rapport au style vestimentaire improbable, coupe de cheveux et tout, il y en a beaucoup plus que dans les lycées classiques. En même temps, on retombe sur le principe de bah, s'ils sont là, c'est peut-être parce qu'ils étaient pas ailleurs, et s'ils étaient pas ailleurs, il y a une raison. Mais voilà, effectivement, on a beaucoup de jeunes de 15, 16, 18 piges qui sont déjà très actifs, militants, et puis tout ce qu'on dit c'est vrai, hein, c'est-à-dire que moi j'ai croisé des élèves là-bas qui étaient ouvertement black bloc, il y avait des discussions assez lunaires du genre oui quand même machin les flics ils sont violents et tout, la violence policière c'est terrible. Mais en fait quand tu commences à discuter des minutes avec eux, en gros ce qui ressort de la conversation c'est bon ok peut-être on leur a lancé des pierres les premiers, peut-être on les a un peu attaqués les premiers et tout, mais en même temps c'est eux qui ont attaqué les premiers parce que c'est la violence institutionnelle qu'on a subie qui était la première attaque, et du coup, peut-être là, sur la scène, on les attaquait en premier, en fait, ils nous ont attaqué en premier quand même, quelque part, tu vois, symboliquement. Bon, d'un certain point de vue, ça peut s'entendre en plus, mais bon, voilà, c'est rigolo, quoi, oui. Après, il faut comprendre que ces gens-là, c'était une minorité, mais c'était pas une petite minorité, c'était peut-être 15-20% des élèves, quoi, et 15-20% de gens qui sont très très actifs politiquement, très actifs politiquement, qui l'affichent et qui ont un certain niveau de tension aussi par rapport à ça, et qui vont faire un peu la police de la pensée et tout. Parce qu'il y a une police de la pensée, il s'autogère de Paris, qui est pas absolue, mais qui est quand même assez. Ça dépend des moments, ça dépend des personnes. Il y a des trucs que je pouvais dire avec quelques personnes, voilà, en privé, mais je n'allais pas dire à d'autres. Elle pouvait l'entendre parce que, en fait, voilà, c'est ça, t'as 15-20% qui sont à fond, et puis t'as 80-85% de personnes qui soit suivent mollement, soit s'en foutent, quoi. Donc c'est un peu comme partout, en fait. Et puis, vu que c'est des minorités actives qui font les choses, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme truc rigolo que j'ai pu entendre par rapport au gauchisme? Oui, j'avais assisté à une conversation où en gros il y avait une nana féministe qui avait une discussion avec des gens où en gros elle se posait la question, mais alors attends, euh, vu que euh,
vu qu'un homme, c'est une personne qui se reconnaît homme et machin truc, il faut pas confondre identité de genre, expression de genre, si on a déjà mal partir dans le milieu, et qu'une femme, c'est une personne qui se reconnaît femme et qu'il faut pas confondre le sexe et le genre. Du coup, alors, un homme, un homme, avec ou sans zizi, du coup, j'imagine, un homme qui est attiré par, les personnes qui ont un pénis, du coup, vu que ce n'est pas un homosexuel, parce qu'un homosexuel serait attiré par les gens qui sont des hommes, puisqu'ils se sentent hommes et que vu que tu te sens homme, t'es un homme, du coup, un homme qui est attiré par, les zizis, mais pas par les hommes avec un vagin, du coup, si ce n'est pas un homosexuel, comment est-ce qu'on doit appeler ça? Voilà. Bon, quelque part, le simple fait de se poser la question de ces termes, ça monte d'un certain niveau intellectuel, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est pas le niveau de sophistication que tu vas avoir dans un lycée classique, mais bon, c'est particulier, quoi. Puis moi, j'avais bien des réponses à cette question, mais j'ai pas senti beaucoup d'ouverture sur la possibilité d'en parler. Oui, bah, pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'aller en cours d'espagnol, au-delà du fait que la matière m'intéressait pas du tout? C'est parce que j'aimais bien la prof d'espagnol humainement, quoi, mais ses cours, au bout d'un moment, c'était insupportable, quoi. C'était. Oh, c'était, je sais plus quoi, la Gay Pride en Espagne, je crois, ou je sais plus où, et après, c'était. Je sais plus quel homosexuel qui avait été opprimé par un régime et qui avait fait un texte, et après c'était les migrants, et après c'était les transsexuels, fondamentalement j'ai pas de souci avec le fait qu'il puisse y avoir un, deux, trois chapitres qui soient sur des thématiques comme ça, mais quand c'est toute l'année et qu'en fait la moitié du cours c'est limite plus un cours de militantisme politique qu'un cours d'espagnol, il y a un moment, tu vois, et puis surtout que tu sens que on te fait croire qu'il y a une conversation, mais en fait non, parce que si tu exprimes certaines idées qui rentrent pas trop dans la doxa, voilà. Pourquoi la chaîne s'appelle Metadoxa? Parce que moi, dès qu'il y a des gens qui sont pris dans un truc, ça m'énerve, j'ai envie de leur montrer qu'on peut voir autrement. Et quelle que soit l'opinion politique, d'ailleurs, de gauche, de droite, j'ai besoin d'aller creuser derrière et de remettre en cause les certitudes des gens, quoi. Voilà, il n'y avait pas trop la possibilité, quoi. Et à un moment, si tu veux pas te faire ostraciser, on va jamais le faire officiellement, mais bon, quoi. À un moment, quand tout le monde commence à te regarder mal, voilà, enfin, tu t'auto-censures parce que tu sais comment ça va finir, quoi. À un moment, c'était pas con. Voilà, donc au bout d'un moment, ça me saoulait, j'ai arrêté d'y aller. Et pourtant, moi-même, j'étais encore pas mal de gauche à cette époque-là. Du coup, de quoi je suis quelle est mon orientation politique actuellement, j'en ai aucune foutue idée. J'ai arrêté de me définir. Et je pense que c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose pour moi. Mais bon, voilà. À cette époque-là, j'y croyais encore pas mal. Ah, oui, il y a eu aussi bah, le fameux atelier de sociologie qui était proposé justement par cette dame qui faisait une thèse en sociologie, c'était sur les pédagogies alternatives. Je sais plus si c'était sur le lycée autogéré de Paris en particulier ou si le lycée autogéré de Paris en faisait partie. Mais bref, elle faisait sa thèse, du coup elle est venue, et ce qui est sympa, c'est qu'elle a proposé des ateliers de sociologie. Moi j'y ai participé parce que j'étais curieux et tout, c'était vers la fin de l'année, et il y a eu cette conversation un peu lunaire où j'ai essayé de faire passer l'idée que peut-être qu'à un moment, quand t'es un immigré qui arrive en France, ou quand t'es un immigrant qui est immigré en France, et que ta religion c'est l'islam, et que tu es très, très attaché à ta religion, on va dire, et que dans ta vision du monde, les lois de Dieu passent au-dessus des lois de la République et de l'État, ce qui, à mon avis, est le cas aussi pour pas mal de chrétiens d'ailleurs. En gros, comment est-ce que tu gères la dissonance cognitive entre je dois respecter les lois de ma religion qui passent au-dessus des lois des hommes, mais en même temps, je dois respecter les lois de la République qui sont supposées passer au-delà des lois religieuses et des principes religieux. Il y a un peu un moment où tu joues sur deux tableaux et tu peux difficilement gagner sur les deux tableaux. En gros, j'essayais d'aborder la question de l'assimilation et pourquoi dans certains cas ça pouvait poser problème, sauf qu'en fait, bah, j'ai jamais pu j'ai jamais pu exposer mon problème parce qu'en fait,
je n'ai jamais pu finir une phrase, tout simplement. C'est-à-dire que, en gros, je posais une question du type, ça, qu'est-ce qui se passe quand un immigré musulman se retrouve dans une situation où il doit choisir entre... Et en fait, j'avais même pas fini la phrase parce que j'avais dit immigré musulman. Et du coup, ça y est, j'avais trigger tout le monde. La conversation pouvait plus continuer parce qu'en fait, du coup, il fallait que je justifie le fait d'avoir dit, il fallait que je justifie le fait d'avoir dit immigré musulman. Parce qu'en fait, on s'en fout qu'il soit musulman. Parce que qu'est-ce que ça peut dire qu'il soit musulman? C'est un immigré, tu vois. Mais sauf qu'en fait, non, parce que s'il n'est pas musulman, ce que j'essaie de montrer et d'expliquer n'a plus de sens, quoi. Donc, je ne peux pas finir ma phrase si je dis juste immigré. Et ça, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer pendant une demi-heure, mais j'ai pas pu l'expliquer parce que bah, ça rentrait pas dans le logiciel. Et d'une manière générale, j'ai compris assez rapidement. C'était un petit peu le cas à la France Insoumise, mais beaucoup moins. Enfin, après, c'était la France Insoumise de 2017, ça a peut-être changé depuis. J'ai l'impression que ça s'est... Il y avait beaucoup de choses, mine de rien, qu'on pouvait dire à la France Insoumise en 2017, hein, je trouve. C'était peut-être moi qui étais plus gauchiste à l'époque, et qui, du coup, je disais moins de trucs gênants, mais d'une manière générale, je pense que le niveau a baissé, je sais pas comment le dire autrement. Mais ouais. Autant il y a des trucs que je pouvais dire à la France Insoumise, autant les autogérés de Paris, il y a vraiment... il y avait un peu ce truc orwellien de la novlangue, où tu sais, il y a des mots qu'on te retire, tu vois. Il y a des trucs que tu peux pas dire, et en fait, tu te rends compte que quand on t'a retiré suffisamment de mots, il y a certaines idées que tu ne peux plus exprimer, parce qu'en fait, pour pouvoir les exprimer, il faudrait que tu aies accès à certains mots. Et en fait, t'as beau faire des périphrases et tout, ça devient une espèce de gymnastique mentale extrêmement complexe, où en gros, tu essayes d'exprimer une idée que tu pourrais exprimer en une phrase bateau. Sauf qu'en fait, tu sais que ah bah ça va trigger machin, il va pas me laisser parler, ça va trigger truc, il va pas me laisser parler, ça va trigger bidule. En fait, ça je dois pas le dire, ça je dois pas le dire, ça je dois pas le dire. En fait, tu te retrouves à faire des périphrases qui ne se terminent jamais et où, bah, c'est pour ça que le système est comme ça. C'est parce qu'en fait, à un moment, il y a des tabous quoi et tu les exprimeras pas. Donc voilà, c'est tout. C'est aborder les choses uniquement par la raison, ça marche pas avec tout le monde, même si tu essaies vraiment, quoi. Enfin, vraiment, ça, c'est un truc que j'ai intégré entre temps, mais tu peux. En fait, tu peux discuter avec tout le monde, mais tu peux pas discuter avec tout le monde de tout et selon les mêmes modes de communication. Voilà. Et bon, ça, c'était un peu difficile à intégrer pour moi à l'époque. Dès le début d'année, j'avais fait la rencontre de quelqu'un que je trouvais assez fascinant en fait. C'était un Wikipédia socialiste sur pattes, quoi. C'est-à-dire que le mec, euh, si au fin fond du trou du cul du monde, il y avait eu un pays qui a duré peut-être 2 ans, dont t'as jamais entendu parler, et qui a eu un gouvernement socialiste, enfin socialiste, communiste, voilà, pendant 3 jours, le mec il était au courant, tu vois, il pouvait te dire, ah, ça s'est passé en 1927 et machin, il y avait tel type qui... j'exagère à peine, quoi. Euh, ouais, d'une manière générale, on croisait des gens vraiment, vraiment hors normes et vraiment fascinants, pour le meilleur et parfois pour le pire, mais c'est très très dépaysant d'être au lycée autogéré de Paris. Ouais, des gens qui ont des parcours improbables, des gens qui ont... il y a des trucs en vrai, je peux même pas les raconter en vidéo. Mais des trucs assez tragiques en vrai. Vraiment, c'est un peu un autre monde, quoi. Et moi, j'aime bien un endroit, ce genre de milieu, très très en dehors des codes, où tu sens que d'un côté, il y a du grégarisme idéologique, et d'un autre côté, tu sens qu'il y a vraiment des gens, c'est des individus au sens le plus pur du terme. C'est-à-dire que c'est des personnalités, quoi. Après, oui, alors, les tags au mur et tout, bah,
C'est quelque chose qui est je sais pas si on peut dire que c'était autorisé, mais en tout cas, c'était fortement toléré, donc techniquement, c'était autorisé. Donc effectivement, les élèves peuvent, un peu refaire la déco à leur façon, on va dire. Et en soi, est-ce que ça pose un problème fondamentalement? Je sais pas, moi je trouve que c'est même, tu passes dans les couloirs, tu as des trucs écrits un peu partout, il y a des dessins et tout, c'est ça occupe quoi, c'est je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que ça marche là-bas. Donc oui, on peut faire le reproche, on peut dire ça va pas être comme ça, mais après tu juges selon tes propres critères et tes propres référentiels, donc eux, ils font pas comme ça. Pour moi, il y a un argument que je comprends et en même temps, enfin, en fait, même sur le plan purement logique, il y a un gros souci, c'est l'argument du oui, mais quand tu bosseras, il faudra que tu arrives à l'heure et machin, et tu as des responsabilités, et ton patron il peut te virer, tu fais pas ce que tu veux, et tout et tout. Il y a quand même une différence, mais absolument fondamentale, entre aller faire un job de merde, tu dois être là à 7h30 du matin et où t'as plein de contraintes et tout, et aller à l'école publique, c'est que ton job, si t'es pas content, tu peux démissionner. Et, euh, et c'est même pire que ça, c'est que si tu te pointes pas à l'heure, tu te fais virer, mais justement, tu te fais virer. Alors qu'en fait, si tu te pointes pas à l'heure à l'école, tu te fais pas virer, tu vas en heure de colle. C'est très différent. C'est-à-dire que dans un cas, il y a un truc que t'as, ça s'appelle la liberté. Alors que dans un autre cas, si tu fais pas ce qu'on te demande, bah t'es puni, on te convoque, on te met des pressions, et éventuellement, peut-être à la fin, on va te faire venir les services sociaux chez tes parents, ou on va te menacer de le faire au minimum, et je sais pas trop si c'est du lard ou du cochon. Et en fait, globalement, tu... en fait, je dirais que la question, pour savoir quel niveau de liberté tu possèdes dans un système, c'est qu'est-ce qui va se passer si tu désobéis. Bah, franchement, quand bien même tout serait devenu hyper laxiste et tout dans l'éducation nationale, ce qui est tout à fait vrai d'un certain point de vue, bah à un moment, si vraiment tu veux envoyer tout ça voler en tant qu'élève, tu vas prendre cher hein, quand même. Tu n'as pas le droit, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, je pense que c'est pas passé jusqu'à 18 maintenant. En plus, avant c'était 6 ans le minimum, après ils vont passer à 3, donc d'année en année, en fait, c'est de plus en plus long, quoi. Mais tu n'as aucune foutue liberté. Et ça, dans le pire shit job de la Terre, tu as encore la liberté de te faire virer, j'ai envie de te dire. Et pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là précis où il y a un truc il y a un truc à côté duquel ceux qui vont faire cette critique de en fait on les laisse trop libres donc ça va devenir n'importe quoi et ça devient des gens inadaptés. Il y a vraiment un truc à côté duquel ils passent. Alors je vois bien ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire c'est l'idée que oui mais en gros des adultes on peut leur laisser la responsabilité mais des ados ou des enfants ils sont pas suffisamment matures en fait pour que tu puisses les laisser libres. Euh, Plus le temps passe, plus je suis en désaccord avec ça. Et il faudrait limite que je fasse une vidéo entière sur ce sujet-là. C'est-à-dire que, oui, effectivement, si tu laisses des enfants libres, ils vont pas forcément passer 10 heures par jour à gratter du papier et tout. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Surtout que le truc encore plus terrible, en fait, avec les gens qui sortent cet argument, c'est que en fait, ils parlent d'un monde qui existe déjà pratiquement plus. C'est-à-dire que plus le temps passe, en fait, plus t'es amené à changer de boulot régulièrement, à adapter ton emploi du temps, parfois à devenir ton propre patron, à devenir auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, à, ouais, à te reconvertir, à faire machin, puis à faire truc. Et en fait, des gens qui très tôt apprennent à avoir beaucoup d'autonomie vont être, à mon avis, vont mieux s'en sortir dans la vie en fait que les gens qui sont restés toute leur vie, enfin, toute leur enfance et toute leur adolescence dans un système très rigide où tout,
où il y a des étapes qui sont extrêmement claires, où tu passes une classe, puis une autre, où en fait tu sais déjà sur 10 ans où est-ce que tu vas aller, et en fait, il y a un décalage en fait entre cette vie-là et la vie du monde du travail et du monde réel en général, et les gens qui sont confrontés à ce décalage, soit il y en a qui vont réussir à s'adapter, mais ça va leur demander de s'adapter, ce qui veut bien dire qu'à un endroit, il y a une partie du boulot qui n'est pas faite par l'éducation classique, soit, soit ils vont être paumés, quoi. Et en fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est que les gens qui réussiront à s'adapter à ce monde du travail moderne, ils s'en sortiront globalement bien dans la vie, et les gens qui n'y arriveront pas, ce seront des prolos. Et ce seront peut-être des prolos qui étaient assidus en classe et tout, mais voilà, à moins qu'ils soient dans un truc bien spécialisé, mais qui reste très dirigé. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'à un moment, les hiérarchies sociales sont maintenues et qu'en fait, le soi-disant objectif d'émancipation que devant l'éducation nationale, en fait, ça n'arrive absolument pas à le concrétiser dans les faits. C'est que concrètement, l'éducation nationale tarde de moins en moins d'en sortir dans la vie. En fait, il y a un siècle, peut-être que ça marchait bien. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Encore une fois, il faudrait que je fasse un développement beaucoup trop long autour de ça, mais je sais pas. Je sais pas s'il y a eu des études sur le lycée autogéré de Paris, sur ce que sont devenus les élèves du lycée autogéré de Paris. Je me suis pas amusé à faire des recherches, à vrai dire. Ma question m'intéresse pas énormément parce que c'est pas mon objet en fait de faire un travail scientifique sur ce point précis, et parce que il y a des choses que j'ai vues de mes yeux et qui sont suffisantes par rapport à ce que je veux aborder dans cette vidéo-là. Mais je suis vraiment pas persuadé que les gens qui sont passés par là s'en sortent forcément si mal. Et à vrai dire, quand on voit d'où ils viennent et quand on voit leur parcours, ça pourrait se comprendre qu'il y en ait beaucoup qui galèrent, quoi. Donc voilà, en fait, fondamentalement, ce que j'ai envie de dire aux gens qui pensent que le lycée de Gérard de Paris, c'est un truc qui, en gros, n'a aucun sens, qui est complètement idéologique, ce qui est complètement vrai à un certain endroit, c'est complètement idéologique, je veux dire, je pense que j'ai suffisamment développé sur la question, hein. C'est l'extrême gauche, c'est les futurs anti-FLA, Black Bloc, machin, qui vont dans des manifs pour taper les flics et tout. Il y a une espèce de police de la pensée, une ambiance que je trouve assez malsaine. D'ailleurs, franchement, je crois qu'une partie de la raison qui fait que je suis pas beaucoup retourné au lycée autogéré de Paris pour retrouver des anciennes connaissances après en être parti, alors que c'est tout à fait bienvenu en fait que de temps en temps on puisse se pointer comme ça. Concrètement, je l'ai survenu qu'une seule fois, et une des raisons, c'est que je crois qu'en fait cette ambiance-là me taperait encore plus sur le système aujourd'hui qu'à l'époque. Et ça, franchement, je le renie absolument pas. Ça existe, et quand on n'est pas à fond dedans, ça peut être pénible. Vraiment. Donc, il n'y a pas de souci, ça existe. C'est. À cet endroit-là, c'est tout à fait ce à quoi certains peuvent s'attendre. Mais en même temps, faut se rendre compte aussi ce que ça peut coûter à la société en général si on parle en termes de bien commun, machin bidule. C'est pas un terme que j'aime spécialement, mais si on croit à ce truc-là, même en termes de bien commun, je pense que on a vraiment intérêt tous à ce qu'il y ait des alternatives qui existent et qui soient accessibles. Parce que je veux dire, en fait, à un moment, j'ai envie de prendre le truc personnellement et aller voir ces gens-là, leur demander est-ce que tu estimes que pour que pour que c'est pour qu'en gros on n'ait pas des lycées à 35 ou 40% de réussite au bac, il y ait des trucs où peut-être il y a des cerveaux un peu trop jeunes, un peu trop immatures qui vont être influencés politiquement par des trucs qui ont peut-être pas tant leur salaire dans la vie que ça, encore que chaque situation est différente, hein.
En gros, est-ce que pour qu'il y ait pas ce truc-là, tu été prêt? Est-ce que moi, personnellement, j'ai pas mon bac? Parce que peut-être que je l'aurais eu d'une autre façon, peut-être que je l'aurais eu en faisant tout à distance, avec le CNED et tout, mais franchement, je peux vraiment dire merci au lycée Autogéré de Paris pour au moins une chose, c'est, d'avoir pu avoir ce putain de bac, quoi. Après, au fond, est-ce qu'il m'a beaucoup servi dans la vie, ce bac? Je sais pas. Il m'a permis d'aller à la fac. Est-ce que aller à la fac m'a beaucoup servi dans la vie? Je sais pas non plus. Mais ouais, voilà, c'est. Est-ce que, sachant que le lycée avec 96% de réussite au bac ne m'a pas permis d'avoir le bac, est-ce que ça aurait été bien que j'aille pas dans le lycée à 35% de réussite au bac qui m'a permis d'avoir le bac? Il y a un moment, c'est peut-être comme ça qu'il faut poser la question. C'est ok, 35% de réussite. Mais tu prends tous les élèves du lycée Autogéré de Paris, tu les mets dans un lycée classique, ils ont combien de pourcents de réussite au bac? Bah, à mon avis, beaucoup moins que 35%. Et c'est pas un hasard s'ils vont au lycée Autogéré de Paris, ces gens-là, c'est pas un hasard. On parle de harcèlement, de phobie scolaire, de, de- de gens qui ont des profils cognitifs qui font que quand ils sont dans un système classique, ils pètent un câble, mais physiquement, genre au premier degré. Des gens qui en fait sont complètement sacrifiés sur l'échelle de la normalité et de la normalisation et de après tout t'as qu'à t'adapter et on te raconte que machin oui mais on va rajouter des cartons aux dyslexiques ou il y a des aménagements et tout. Que dalle oui 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 il y a certains qui ont plus de temps en plus lors des épreuves oui il y en a certains qui peuvent utiliser un ordinateur parce qu'ils ont des problèmes avec l'écrit mais c'est extrêmement, extrêmement limité. C'est vraiment, on a un truc qui ne fonctionne pas, et puis, ouais, c'est un pansement sur une jambe de bois, quoi. Ta machine, elle est morte, mais attends, je vais mettre un peu d'huile pour dégripper le truc, mais ton machin, il est cassé, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Heureusement, pour ces gens-là, il y a le lycée Autogéré de Paris, quoi. Et j'ai même envie de dire, c'est dramatique qu'il n'y en ait que 4 en France, quoi. C'est dramatique. Il en faudrait plus. Je, je ne crois pas que le lycée autogéré de Paris devrait devenir une sorte de modèle général et devrait devenir la nouvelle éducation nationale. D'ailleurs, moi, si on me demande, pour moi, il ne devrait plus y avoir de système centralisé comme ça, mais je ne crois pas que le lycée autogéré de Paris soit nécessairement un meilleur modèle, mais il faut qu'il y en ait, tout simplement. Il faut qu'il y en ait. Enfin, pas d'ailleurs, on peut très bien. La société peut très bien gérer des gens qui vivent du RSA, qui sont en échec complet et qui survivent sous antidépresseurs, hein, c'est pas un souci, enfin si, c'est un souci pour ces gens-là, quoi. Puis bon, ça fait des trous dans la sécu, quoi. Ah, il y a un moment, si vous voulez que je vous dise. Voilà, donc c'était mon expérience par rapport au lycée autogéré de Paris, ce que j'ai vécu, les côtés positifs, les côtés peut-être moins positifs, voire carrément négatifs. Je suis vraiment content en fait d'avoir pu passer un an dans ce lycée, malgré toutes les critiques que je pourrais lui faire. Disons que le truc que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il y a vraiment ce qu'on voit directement et il y a ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est valable dans tout dans la vie. C'est-à-dire que c'est tellement facile en fait de regarder les choses de façon superficielle, de regarder les choses de loin, même d'utiliser des statistiques, des études et de dire regardez telle chose, ça va avoir telle conséquence sur tel indicateur et avoir raison sur le plan rationnel. Hein, je veux dire vraiment, il y a des gens qui font le boulot, mais c'est juste ils n'ont pas été vivre le truc, et quand tu vis pas le truc, tu peux avoir tous les chiffres du monde, il y a une partie du réel à côté de laquelle tu vas passer. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est la subjectivité, et du coup la subjectivité ce serait quelque chose de pas bien, du coup, parce qu'en fait, vu que vu que t'as eu le nez dedans, tu vas avoir un avis orienté. J'ai un avis orienté par rapport au lycée de Paris, hein,
J'ai aucun souci à le reconnaître, hein, mais déjà, je crois que le fait de croire qu'on n'aura pas d'avis orienté, c'est une illusion. Et surtout, en fait, on peut jouer sur les 2 tableaux. On peut très bien avoir une expérience concrète, directe des choses et en même temps s'intéresser aux statistiques, à l'aspect plus rationnel de la question. C'est pas incompatible, en fait. D'ailleurs, ça peut s'apprendre, ce genre de fonctionnement cognitif, et c'est entre autres, l'objet de ma chaîne YouTube. Et voilà, il y a vraiment ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et si ça doit être la conclusion de cette vidéo, peut-être peut-être la prochaine fois que vous avez un avis arrêté sur, un milieu politique, une religion, peu importe, peut-être, donnez-vous rien qu'1 ou 2 jours et essayez d'aller rencontrer les personnes et de leur parler et de participer à ce qu'elles font, et quitte à la limite à ce que votre point de vue se retrouve encore plus renforcé, hein, et ça peut parfaitement arriver, hein. Moi, je sais que ça m'est arrivé sur pas mal de choses. Il y avait des trucs où j'étais là: «Ouais», et puis après je suis allé dedans et c'était bien pire que ce que j'imaginais, mais rien que le fait d'avoir fait l'expérience, ça offre un autre regard. Ça offre un autre regard que toutes les études, toutes les vidéos, ou tous les articles du monde te donneront pas. Ça, c'est vraiment important. Allez tester sur pièce. Vraiment, allez tester sur pièce. En plus, c'est assez facile en réalité de pouvoir aller faire un tour au lycée autogéré de Paris. Ils sont très très ouverts par rapport à ça. Donc oui, un grand merci aux profs du lycée autogéré de Paris, à tout ce qu'ils ont fait, à tout ce qu'ils ont apporté, à tous ces jeunes en fait qu'ils arrivent à accompagner mine de rien, alors que ça se présentait mal pour eux, quoi. Et ces gens, franchement, t'accueillent à bras ouverts et ils arrivent à te permettre de goûter à une forme de détente et ouais, enfin, voilà, il y a des gens qui ont de la phobie scolaire et qui arrivent à reprendre leur scolarité grâce au lycée autogéré de Paris, et ça, c'est vraiment génial, en fait. C'est vraiment cool, quoi. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance à cet endroit-là. Après, oui, j'aimerais qu'il y ait plus de diversité idéologique. En même temps, les projets alternatifs, ça attire souvent le même genre de profil de personnes. Les, mine de rien, les conservateurs, les traditionalistes et tout sont pas des gens qui innovent beaucoup. Et innover, ça implique aussi de beaucoup se planter, c'est un peu le principe de l'innovation. Mais voilà, c'est ce que c'est, et ah, merci les gars, quoi. Les gars et les nanas, peu importe. Donc, si t'as trouvé cette vidéo intéressante et si t'aimes ce que j'ai à partager, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire. Je serais ravi de discuter avec vous, de connaître votre point de vue aussi sur le lycée autogéré de Paris, sur les lycées autogérés en général. Je compte faire pas mal de contenu sur les pédagogies alternatives. Je me suis aussi intéressé aux écoles démocratiques, et alors il y a l'école démocratique de Paris et l'école dynamique de Paris, ça a des noms différents mais c'est à peu près la même chose. Les approches de type Sudbury, pour ceux qui connaissent. Je me suis intéressé à pas mal de choses qui se faisaient. J'ai entendu parler de Montessori aussi, même si j'ai beaucoup moins creusé. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et je serais ravi en fait de faire d'autres contenus plus creusés, peut-être plus factuels aussi sur ces différents sujets. Sachez aussi que je compte faire des contenus beaucoup plus scriptés et beaucoup plus dirigés, où j'ai commencé à aborder des notions concrètes. Notamment, je pensais faire un format court que j'appellerais Dépasser la zététique, où je reprends différentes notions zététiques, et en particulier les biais cognitifs, et où je montre comment est-ce qu'on peut comprendre la notion, gratter la notion, euh, voir ce qui se joue derrière et éventuellement la dépasser, et être dans une approche, comment dire, plus
plus vaste et plus englobante, et plus relative aussi, que ce que la notion propose. C'est-à-dire que l'idée, ce serait de comprendre que fondamentalement, derrière chaque, notion entre guillemets «solide» et rationnelle, on peut trouver des limites et on peut voir à quel endroit est-ce qu'il y a une forme de, parti pris idéologique non conscientisé. Donc ça, si ça vous intéresse, c'est ce que j'ai sur le feu. Donc abonnez-vous et restez attentifs à ce que je publie. Et surtout, n'oubliez pas une chose, absolument tout ce que je raconte ici, c'est du gros n'importe quoi. Mais pas forcément plus que tout ce qui se raconte ailleurs. Allez, bonne continuation.